Alors maintenant, vous êtes des étudiants, étudiantes en maths. Vous avez vu continuité pour une fonction, dérivabilité pour une fonction. Vous savez que ce sont deux concepts différents. Par contre, on a un théorème qui dit que dès qu'une fonction est dérivable, elle est continue. Alors, si je vous demandais d'essayer d'imaginer une fonction qui est continue partout, est-ce que c'est possible que cette fonction-là ne soit dérivable en aucun point de son domaine, tout en étant continue partout sur son domaine? Donc, en termes de définition, il n'y a rien qui, a priori, empêche que ça soit possible de trouver une telle fonction, mais c'est très difficile d'imaginer une telle fonction. Et puis, si vous avez de la difficulté à l'imaginer, vous n'êtes pas seul. Même des grands mathématiciens comme Gauss pensaient que si une fonction était continue partout, il devrait avoir au moins certains points où elle est dérivable. Alors, ce que je vais vous montrer dans la section 7.7, c'est qu'effectivement, c'est possible d'imaginer ou de construire une fonction qui est continue partout sur les réels et pourtant qui est dérivable nulle part. Alors, je vais diviser la présentation de cet exemple-là en trois parties. Et puis ici, dans cette capsule 65, on va voir ce qu'on appelle la fonction génératrice. Donc, à partir de la fonction génératrice, on va construire cette fonction-là qui est continue partout, dérivable nulle part. Puis cette fonction-là, peut-être c'est pas surprenant, on va l'appeler la fonction de Weierstrass parce que c'est Weierstrass qui a montré effectivement que cette fonction ici avait la propriété de continuité partout, dérivabilité nulle part. Donc le but de la section 7.7, c'est d'arriver à démontrer ce résultat ici. Il existe une fonction g qui est continue partout sur R et dérivable nulle part sur R. Fait qu'en fait, on va la construire, cette fonction-là. OK? Puis je vais vous montrer des graphes qui représentent certains aspects de la fonction. Et puis, on fera la démonstration rigoureuse à partir de concepts qu'on connaît déjà. Donc, le concept central ici qu'on va utiliser pour montrer la continuité, ça va être la convergence uniforme. Alors, c'est pour ça que cet exemple ici se retrouve dans le chapitre 7. Donc, je vais commencer la présentation par vous parler de la fonction génératrice. Alors, la fonction génératrice, c'est pas elle qui est la fonction g, mais on va construire g avec l'aide de cette fonction f-là. Okay? Donc, cette première capsule ici, je parle juste de propriété de la fonction génératrice. Donc, je vais d'abord la définir, puis voir une propriété importante qui s'appelle la propriété des séquentes pour cette fonction ici. Donc, la fonction génératrice, c'est la fonction f qui est essentiellement, c'est la valeur absolue de x sur l'intervalle moins 1, 1. Et puis, je veux maintenant utiliser cette fonction-là pour définir une fonction qui est définie partout sur les réels. Alors, je vais imposer la condition de périodicité. Je vais imposer que f de x plus 2 égale f de x pour tout x réel. C'est-à-dire que je prends la fonction valeur absolue et puis j'en fais une fonction définie sur les réels et puis qui est périodique. Alors, à quoi ça ressemble cette fonction-là? Ça ressemble à la suivante. Hein? Donc, vous voyez ici, entre moins 1 et 1, vous avez le graphe de la fonction valeur absolue. Et puis, tout ce que vous faites, c'est que vous faites des copies-collées de la fonction valeur absolue, mais déplacé de 2 unités à droite et de 2 unités à gauche, puis vous continuez ce processus-là. Fait que ça, c'est ce qu'on appellera la fonction génératrice. C'est la fonction qu'on va appeler f ici. Puis c'est pas elle qui est continue partout puis dérivable nulle part. Celle-là, elle est continue partout, puis elle est dérivable presque partout. Hein. Les seuls points où elle n'est pas dérivable, ce sont au coin ici. Okay? Donc, c'est pas elle ici, la fonction g qu'on va arriver à montrer qui satisfait cette propriété ici. Donc, très important.
Mais la fonction f, elle va apparaître dans la construction de la fonction g. Donc, ça, c'est la fonction f. Vous en avez une image ici. Alors, ce que je veux montrer maintenant, c'est une propriété que je vais utiliser un peu plus tard. C'est, bon, d'abord, on accepte que cette fonction f-là est continue. On pourrait le montrer, mais essentiellement ici, les seuls points problématiques pour la continuité, ce seraient les points où est-ce qu'on rejoint les bouts de la valeur absolue, mais on voit ici visuellement là, que la fonction se rejoint, se colle bien ici. Là, il n'y a pas de saut. Okay? Donc, on va accepter que cette fonction-là est continue partout sur les réels, sans démonstration. Par contre, on va démontrer la propriété suivante, la propriété des séquentes. C'est que pour cette fonction-là, à chaque fois que je prends deux points A et B dans le domaine, puis si je regarde f de A puis f de B, puis que je trace une séquence entre les deux points, okay, qui se situe sur le graphe de f ici, la pente de cette séquence-là, en valeur absolue, est toujours plus petite ou égale à 1. Hein, donc ça, c'est la pente de la séquence. Hein, j'ai deux points B et A. Je vais sur le graphe à f de A et f de B. Je trace une séquence entre ces deux points-là, puis je regarde la pente. Puis cette pente-là est toujours plus petite ou égale à 1. Okay? Donc, on le voit visuellement que c'est le cas ici. Hein. La pente la plus grande qu'on pourrait avoir, c'est si les deux points se retrouvent sur le même segment ici. F de A et F de B se retrouvent sur le même segment. Et puis la pente serait 1. Et puis la pente minimale serait moins 1 si on était sur un segment comme ceci. Puis partout ailleurs, là, la pente va être entre moins 1 et 1. Okay, mais on peut le montrer. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser la périodicité de la fonction f telle qu'elle est définie ici. Donc, je vais commencer par étudier le cas où la distance entre B et A est plus grand ou égal à 2, qui est la période de cette fonction-là. Donc, si jamais B moins A est plus grand ou égal à 2, si je regarde f de B moins f de A en valeur absolue, par l'inégalité du triangle, c'est plus petit ou égal valeur absolue de f de B plus valeur absolue de f de A. Et puis, par définition de f est toujours, les valeurs de f sont toujours entre 0 et 1. Alors ça, c'est plus petit ou égal à 1 plus 1 est égal à 2. Puis 2, c'est plus petit ou égal à B moins A, hein, par hypothèse ici. Donc, dans ce cas-là, si je prends deux points dont la distance est plus grande que la période de f, je vais avoir f de B moins f de A sur valeur absolue de B moins A plus petit ou égal à 1. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je prends cette inégalité ici, puis je divise de chaque côté par B moins A. Et puis, donc, j'ai l'inégalité qui est vérifiée dans ce cas ici. Donc j'ai besoin de garder des points B et A. Donc, les autres points que je dois regarder, c'est-à-dire, c'est des points B et A qui sont à une distance l'un de l'autre inférieure à la période. Et par périodicité, je peux donc me limiter à l'intervalle moins 1, 1. OK? Donc, je vais maintenant regarder, donc par périodicité de f, période égale à 2, il suffit maintenant d'établir l'inégalité. Pour A, B appartenant à l'intervalle moins 1, 1. OK? Donc, il suffit d'établir que l'inégalité que j'ai ici, elle est vraie si je prends B et A, deux points distincts de l'intervalle moins 1, 1. Alors, il y a trois cas à considérer, trois cas différents à considérer. Donc, on doit considérer trois cas différents. Trois cas. J'ai donc A
B tous les deux plus grand ou égal à 0. J'ai A, B tous les deux plus petits ou égal à 0. Et puis, j'ai un ou l'autre A et B positif et puis l'autre négatif. OK? Donc c'est clair qu'il y a deux cas ici. Il y a A positif, B négatif, puis A négatif, puis B positif. Mais rien qu'en changeant l'étiquette, c'est quoi j'appelle A, puis c'est quoi j'appelle B, j'ai rien qu'à considérer ce cas ici. OK? Donc, on va montrer l'inégalité est vraie dans chacun de ces trois cas-là. Donc, dans le premier cas, j'ai donc f de A, c'est valeur absolue de A, par définition, parce que je suis entre moins 1 et 1. Et puis, dans ce cas ici, parce que A est positif, j'ai A. F de B, c'est valeur absolue de B qui est égale à B, parce que B aussi est positif. Et ça me permet de dire que f de A moins f de B, c'est égal à A moins B. Donc, f de A moins f de B sur A moins B égale à 1. Donc, je n'ai pas l'inégalité, mais j'ai l'égalité. Mais ayant l'égalité, ça satisfait aussi l'inégalité. Pour la deuxième possibilité, dans ce cas ici, j'ai f de A égale moins, donc égale à la valeur absolue de A encore, mais parce que A est négatif, ça va être moins A. F de B égale valeur absolue de B, parce que B est négatif, c'est moins B. Et encore une fois, quand je fais f de A moins f de B, c'est égal à moins A moins B, c'est donc égal à B moins A. OK? Donc, même chose, ça permet de dire, ça c'est égal à A moins B par la symétrie de la valeur absolue. Donc, j'ai donc f de A moins f de B sur A moins B, encore une fois ici, égal à 1. Alors, ça c'était le cas 2. Le troisième cas, ici, j'utilise le fait que f de A va être égal à A, puis f de B va être égal à moins B. OK? Alors, quand je fais f de A moins f de B en valeur absolue, f de A c'est A, f de B c'est moins B, alors j'ai A plus B. OK? Et puis, ça c'est plus petit ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Puis valeur absolue de A, c'est A, parce que A est positif. Donc, A plus valeur absolue de B. Si je regarde maintenant la quantité A moins B, OK? Donc, ça, c'est la distance. Ça, c'est la distance entre le nombre A et le nombre B. Hein? Donc, je vous fais un petit dessin ici pour voir ce qui se passe là. Ici, donc j'ai 0, j'ai A ici, puis j'ai B là. Donc, cette quantité ici, c'est la distance entre A et B. Cette distance-là, je peux l'écrire comme A plus moins B. Hein? Parce que, pourquoi? Parce que moins B, c'est la distance entre B et 0. Puis A, c'est la distance entre A et 0. Donc, la distance entre A et B, c'est la distance entre A et 0 plus la distance entre 0 et B. Puis ça, donc, c'est égal à A plus valeur absolue de B. Alors, au numérateur, j'ai ça qui est plus petit ou égal à ça.
au dénominateur, j'ai le même terme que j'ai là. Donc, il en suit que f de A moins f de B sur A moins B, ici aussi, c'est plus petit ou égal à 1. Et là, je me rends compte ici là, que j'avais mis B et A, là, mais interchanger le rôle de A et B, là, puis ça n'a pas d'importance à cause de la valeur absolue ici. Hein? Donc, je peux permuter A et B puis avoir le même résultat. C'est ce que j'ai fait ici. OK? Alors, la fonction f satisfait cette propriété ici qui va être importante plus tard, surtout quand on va démontrer que la fonction g qu'on va construire à partir de f n'est pas dérivable, nulle part. OK? Donc ça termine cette première capsule. À la prochaine capsule, je vais construire la fonction g à partir de la fonction f, puis montrer qu'elle est continue partout sur R. Puis à la troisième capsule, la deuxième après celle-ci, je vais montrer que la fonction g que j'allais construire ici est dérivable nulle part.